toujours tout le plaisir est pour moi de me présenter encore devant vous pour essayer de partager, d'échanger ce dont nous avons trouvé utile, nécessaire, évidemment, de partager avec vous. Chers amis, la pensée d'aujourd'hui est vraiment orientée vers le bien-être, vers ce que certains ou d'aucuns appellent la libération du Congo, et que une autre tranche, une autre branche de la population appelle ou tend à l'alternance pour toujours chercher les voies et moyens pour pouvoir évidemment rendre une vie meilleure aux Congolais. La guerre du pouvoir aujourd'hui, c'est une réalité. Et la guerre du pouvoir a un soubassement, a une motivation, c'est chercher à appliquer une politique, chercher à appliquer des stratégies qui amèneront, qui sortiront le pays du gouffre où il est aujourd'hui pour évidemment chercher, comme je l'ai dit tantôt, à rendre une vie meilleure aux populations et à notre pays. Mais à cela, jusqu'à ce jour, pour nous, Africains, Congolais, la voie pour atteindre cet objectif, on nous laisse croire que c'est la voie politique. Parce que c'est la politique qui dirige, parce que c'est la politique qui est au cœur de tout, parce que c'est la politique. Évidemment, on ne doit pas mettre en doute cette manière de voir les choses, mais cela n'exclut pas non plus que nous puissions innover, tenter autre chose que la politique. C'est-à-dire utiliser d'autres voies, d'autres stratégies, d'autres techniques qui pourront, d'une manière ou d'une autre, influencer, voire, cette fois-là, orienter la politique, entre guillemets, politicienne. Je me pose beaucoup de questions. Pourquoi seulement il faut attendre des circonstances des fois naturelles pour vivre certains changements, pour vivre certaines situations dans nos pays? Quand nous remontons dans l'histoire, nous verrons que, évidemment, les manœuvres politiques ont joué un rôle important vers les années 58-59 pour finalement arriver à l'année 60 où il y a eu l'indépendance de la République démocratique du Congo, autrement dit du Congo. Mais d'aucuns diront aussi qu'autre temps, autre mœurs. Le maréchal Mobutu a régné sur le pays, a régné à la République démocratique du Congo. Il fallait aussi attendre les circonstances naturelles pour pouvoir vivre sa fin et connaître autre chose. Évidemment, comme vous le savez, il fallait qu'il tombe malade pour qu'il soit affaibli et que la porte s'ouvre à une autre manière de faire, à d'autres têtes, à d'autres acteurs pour venir s'installer. Et aujourd'hui, la classe politique, on ne doit pas sous-estimer, on ne dira pas qu'elle est incapable. Mais je crois que la classe politique actuelle d'aujourd'hui, à la République du Congo, a fait voir ses limites. En tout cas, elle se bat, elle s'est battue, elle va continuer à se battre, mais elle semble être au bout du souffle, comme on dit. La raison pour laquelle, moi-même étant aussi acteur politique, étant aussi chercheur dans le domaine, j'essayais de réfléchir autrement. D'où ma rencontre, mon dialogue avec vous à ces instants pour que je puisse vous exposer ma manière de voir les choses. Chers amis, je suis parti, on ne va pas réinventer la roue. La roue a été déjà inventée. Mais je suis parti des observations. Je suis en train de voir aujourd'hui dans le monde occidental que nous ne vivons plus les temps de Napoléon.
nous ne vivons plus les temps de Mussolini et nous ne vivons plus l'état de George Washington et tous ces grands que vous connaissez. Mais nous sommes dans un temps où aujourd'hui, c'est plutôt la haute finance, c'est l'économie qui dirige la classe politique. C'est l'économie qui oriente les actions politiques. Je prendrai un exemple, je ne l'ai pas vécu, mais tous nous l'avons suivi. Par exemple, en France, qu'il fut un moment où le Gabon, via le président Bongo, avait un mot à dire sur les acteurs politiques français. Dans les coulisses, bien sûr. Ça veut dire ce que ça veut dire, et les gens comprendront bien quelle a été la puissance, l'apport du Gabon, l'enjeu économique du Gabon par rapport à la vie française ou par rapport à la France sur le plan économique. Je ne prendrai pas beaucoup d'exemples parce que le temps est vraiment ce qu'il est. Nous avons vécu tous la chute, la fin tragique du président Gbagbo. Gbagbo étant aimé par son peuple, nationaliste, soutenu par pas mal de gens comme nous l'avons vu, mais finalement, bien qu'il était déterminé, malgré sa bonne foi, il a fléchi. Comment est-ce qu'il a cédé? C'est l'économie, via les finances, notamment la banque, j'ai oublié le nom de la banque, qui ont fini par affaiblir le président Gbagbo tout en étant dans la résistance. Vous comprendrez que la stratégie adoptée par les Forces Nouvelles en Côte d'Ivoire à l'époque, du président Alassane Ouattara et du commandant à l'époque, je dis bien commandant, aujourd'hui c'est un grand homme politique, Guillaume Soro, avec tout le respect, c'était d'asphyxier financièrement le pouvoir du président Gbagbo pour finalement qu'à un moment donné, les gens, bien qu'ils l'ont soutenu, finissent par céder. Et quand je reviens à la situation de la République démocratique du Congo, je me dis, pourquoi pas user de cette technique, pas d'une manière à asphyxier, mais à utiliser la branche économico-financière pour pouvoir apporter les changements dont nous avons besoin, pour pouvoir faire fléchir le pouvoir, parce qu'il faut dire aujourd'hui, le pouvoir est ce qu'il est, il agit comme il agit, mais nous pensons que la seule force qui peut fléchir, maintenant faire fléchir le pouvoir actuel au Congo, c'est la force économico-financière. Et de l'autre côté, nous dirons aussi que la force qui fait maintenir le pouvoir actuel au Congo, c'est aussi la force économico-financière. Mais la différence, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, ce pouvoir est soutenu par la force économico-financière étrangère. D'où nous savons les enjeux économiques, les enjeux financiers, les flux financiers qui bougent l'économie mondiale via la RDC. Nous savons tous, passant par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, et sans compter des acteurs ou des pays, voire des prédateurs financiers ou économiques qui sont en train de peser sur la vie de ces pays. Mais maintenant, nous, l'innovation, c'est quoi? C'est que nous voulons révolutionner à partir, bien sûr, de la branche économico-financière, mais locale ou nationale. C'est vrai, d'aucuns diront aussi, je reviens souvent sur ces mots, que vous ne pouvez rien faire tant qu'ils sont là, c'est la politique qui s'impose, ainsi de suite. Mais je voudrais nous ramener à une réalité. Quand je parle, moi, de la branche économico-financière locale ou nationale, je ne vois pas les multinationales. Je ne vois pas les grands patrons. Je vois les petits bonnes volontés ou les petites bonnes volontés qui mettent leur paquet en jeu, pas pour acheter les gens, pas pour corrompre,
mais plutôt pour investir et essayer d'occuper, de captiver l'attention des gens sur cette voie-là, afin de leur faire voir la réalité politico-sociale, bien sûr, de notre pays. Je citerai certaines personnalités. Aujourd'hui, nous parlons, par exemple, de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a un grand soutien des gens. Ce n'est pas parce que c'est un fin politicien. Non. Ça aurait été le cas. Nous avons eu de meilleurs que lui et qui pourront s'imposer et faire chemin. Moïse Katumbi a un grand nombre de gens parce qu'il a fait ses preuves, surtout dans les domaines économico-financiers. De par ses réalisations, de par les entreprises, de par les gens qu'il emploie, ce sont ces gens-là, avec leurs ramifications, qui viennent gonfler les rangs de soutien de Moïse Katumbi Chapwe. Je peux aussi citer des gens comme Adam Bombole, que nous connaissons tous. Adam Bombole, nous le connaissons comme un homme d'affaires, pas comme un fin politicien. Mais aujourd'hui, Adam Bombole a un soutien non négligeable, considérable, justement grâce à ses preuves économico-financières sur la place publique. Et il y en a beaucoup, je pourrais citer, dont Jean-Pierre Bemba, dont, comment est-ce qu'on l'appelle, mon grand frère Gabriel Mokia. Ils sont nombreux, la liste est hyper longue pour voir comment est-ce que, rien que par la branche économico-financière, on peut faire bouger les choses. Retournons ou restons dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Vous verrez que la force des personnalités comme monsieur, moi je l'appellerai papa, Léon Kengoua Dondo, c'était ses ramifications ou ses liens avec le monde économico-financier. Bien sûr, à l'échelle internationale. La force du Premier ministre sortant, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo. Matata Mponyo n'était pas un grand politicien, mais c'est un fin économiste, bien attaché, bien entranché, bien plutôt ancré dans le monde économique, économico-financier, qui a porté son soutien. Parce que n'oubliez pas qu'il est parti, qu'il est sorti de la banque pour finalement accéder à des fonctions politiques. Et ils sont nombreux que je peux citer. Aujourd'hui encore, prenons le cas de Adolphe Mouzitou, excusez-moi, qui est aussi compté parmi les acteurs non négligeables dans notre pays. Ce n'est pas son action politique, mais c'est grâce aussi à son investissement dans la branche économique, notamment dans les domaines immobiliers, comme on entend parler. Je n'ai pas de preuves, sous réserve bien sûr, comme on entend parler, qui fait aussi sa force. Donc d'où, à l'époque, moi j'avais parlé du concept que j'avais mis en place, c'était le concept du patriotisme économique, que certains d'ailleurs ont repris, et j'en suis fier parce que j'ai quand même des échos sur certains qui ont suivi les directives que j'avais données parlant du patriotisme économique, et ça donnait ses fruits. Et je salue d'ailleurs l'action, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous travaillons. J'avais parlé du patriotisme économique, un moyen pour justement avoir une certaine autonomie, une certaine indépendance, et essayer de peser dans les concerts des nations avec ses propres marques, avec son propre modèle. Aujourd'hui, la logique est telle que je me dis, et je reste convaincu que, vu que la classe politique, la scène politique se donne à fond et que les voies semblent être fermées, au lieu de continuer à utiliser les personnes à descendre, à manifester dans la rue, appelons finalement à utiliser des personnes comme des acteurs majeurs dans l'action économique qui pourront influencer finalement l'action politique et les pouvoirs politiques. Je m'explique. C'est vrai aujourd'hui, et quand je parle moi de la branche économico-financière sur le plan local,
ou quand on parlera de la branche économico-financière d'une manière générale, cela sous-entend de l'argent. Oui. Et ce fait que j'ai pu s'ouvrir une parenthèse en disant que ce modèle a fait vivre aussi certaines entreprises qui étaient au bord de faillite. Là, c'est sur le plan économique. Simplement en transformant, au lieu que l'entreprise aille s'endetter davantage au niveau de la banque, parce que, voilà, elle a des soucis financiers, il y a certaines entreprises qui ont fait de leurs collaborateurs, de leurs ouvriers actionnaires, d'où la donne change. Vous comprendrez que la charge la plus importante d'une entreprise, c'est aussi la charge du personnel. Donc, l'aspect salaire qui se transforme, qui est une dette de l'entreprise envers les ouvriers, se transforme plutôt en dividende. Parce qu'à ce moment-là, la charge est limitée. Les ouvriers qui renoncent à leur salaire, mais qui investissent ce salaire en actions ou en parts sociales, et finalement, ils retrouvent le dividende dans les résultats de l'entreprise. Je ferme cette parenthèse. Ça paraît un peu compliqué, mais soyez attentifs, vous comprendrez. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que je voudrais dire que si aujourd'hui, nous réussissons à créer des capitaux au niveau national, créer des capitaux, pas aller s'embêter dans les banques. Je vais vous donner deux pistes, des petites pistes que nous utilisons tous les jours, et peut-être que nous sous-estimons que cela peut être utile pour l'investissement, pour le développement. Mais aujourd'hui, sachez que ce n'est pas à sous-estimer. Je parlerai de ristournes, c'est que nous appelons communément, par exemple, l'Ikelemba. Les gens qui mettent en commun, et à la fin de chaque période, il y a un qui bénéficie, ainsi de suite. Mais si on se disait, par exemple, que dans notre quartier, nous créons notre ristourne, nous disons que nous sommes 10. Nous mettons $100, $100, $100, $100, et que chaque mois, un de nous doit gagner $1000. Suivez-moi bien. Avec $1000, c'est déjà un capital d'investissement pour une petite entreprise qui peut être, je ne sais pas moi, un truc de quado, qui peut être moulin à manioc, qui peut être un ligablo de coin, qui peut être une maison de chombo, comme vous le savez, hein, tout cela. On est 10, nous mettons 100, 100, 100. Donc, en une année, on va former 10 petits patrons. Les 10 petits patrons ne travailleront pas seuls. Les 10 patrons, au départ, qui vont engager, je ne sais pas moi, au moins une à 2 personnes, chacun, selon qu'il s'agit d'une entreprise X ou Y, de services, de traitement, de transformation, je ne sais pas moi, de transit, tout ce que vous voulez, ils vont engager des gens. Les gens qu'ils vont engager sont plus soumis ou seront plus soumis, seront plus attachés à leur patron qu'à leur mouvement politique. Parce qu'ils savent qu'ils mangent. Leur survie dépendra de leur travail, là où ils travaillent, et non de leur adhésion à un parti politique X ou Y. Quand, dans un quartier, je ne vais pas prendre d'une manière vaille ou globale, je prends un échantillon. Nous sommes à Kinkole, par exemple. Quartier, je ne sais pas moi, Mouroudiaka ou quartier, je ne sais pas moi qui. Combien d'habitants? On nous dit 500 habitants. Dans les 500 habitants, il y a 100 jeunes ou 100 personnes qui ont décidé justement d'expérimenter ce que je suis en train de dire des ristournes. Ils ne sont pas tous ensemble. Sur les 100 personnes, se sont mis en bloc de 10, en bloc de 5, en bloc de 20, ainsi de suite, souscrivant pour une part, grand maximum $100, minimum $10. Donc en une année, dans ce quartier, dans cette commune de Kinkole, vous aurez 100 patrons. Les 100 patrons, si chacun doit engager au moins une personne, c'est-à-dire sur l'échantillon de 500, nous avons 200 personnes qui sont engagées dans cette vision. Qui dit 200 personnes engagées dans cette vision, derrière ces 200 personnes, nous pouvons ajouter aussi 100 personnes
au cas où toute personne engagée dans cette vision aurait une charge d'une personne derrière elle, soit femme, soit enfant. Donc sur l'échantillon des 500, nous avons déjà 300 qui sont occupés. Supposons que les 100 soient les mineurs ou les enfants, et les 100 autres sont soit des handicapés ou des personnes âgées qui ne peuvent pas travailler. Donc nous avons déjà la majorité. La majorité sur ces 3 salons, ils peuvent décider sur l'avenir de leur commune. Et imaginez que les 100 patrons de départ asphyxient ou bloquent la machine. Donc derrière ces 100 patrons qui bloquent la machine, il y a 200 personnes qui sont bloquées. Vous ne me direz pas que c'est la classe politique qui viendra faire bouger les 200 personnes qui sont là. Ils resteront attentifs à l'écoute, justement, des 100 autres qui ont investi, qui constituent les patrons. Prenez maintenant cet exemple, cet échantillon de 500 personnes, essayez de l'étendre sur les 80 millions d'habitants au Congo. Je ne dis pas que tout le monde sera patron, mais essayez de prendre la proportion. La proportion, quand je prends moi les 500 personnes, et que je prends 100 personnes au départ comme patron ou initiateur ou entrepreneur, donc les 100 personnes sur les 500 personnes représentent environ, je dirais quoi, 20% par là, si mes calculs peuvent aller dans le bon sens, j'estime, 20%, parce que les 10% ça serait sur les 500, 10% ça serait 50, donc 100 c'est à peu près 20%. Et quand vous allez prendre les 100 autres qui viendront travailler, vous arrivez à 40%. Et quand vous prendrez les 100 autres qui dépendent justement des 100 qui viennent d'arriver, vous êtes environ à 60%. Tout en prenant les 20% des mineurs et tout ce qui suit, et les 20% de ceux qui sont poussés pour ça. Donc, nous aurons 60% de la majorité qui pourront faire bouger la ligne politique à l'intérieur du pays. Ce n'est qu'une théorie. Là, je parle des ristournes. Mais en même temps, je peux aussi donner une deuxième piste qui est l'épargne. Là, j'attaque maintenant la branche préexistante, c'est-à-dire les entreprises qui tournent déjà au travers de l'épargne, qui épargnent au lieu d'épargner l'argent sans rien faire, mais prenez l'épargne et réinvestir dans un autre domaine. Mon objectif, c'est occuper les gens par le travail, occuper la branche économique pour pouvoir faire fléchir le pouvoir politicien qui est en train de faire croire que c'est lui qui a le monopole, qui détient, qui a le pouvoir, mais en réalité, le pouvoir reviendra au peuple et à la branche économico-financière. Donc aujourd'hui, l'économie, qu'est-ce qu'on dit, les hautes finances internationales est en train de prendre le pouvoir en otage par ces systèmes, parce que c'est eux qui financent. Aujourd'hui, même les élections, on vous dirait que les élections peuvent organiser parce qu'on n'a pas l'argent, on entend assez que le FMI ou la Banque mondiale puissent financer ces questions de finances. Or, les capitaux, on les crée. Donc là, je suis parti de la création de petits capitaux avec des exemples concrets et qui peut, je crois bien, servir à une vision, une autre manière de libérer. Parce que la vraie libération, ce n'est pas le changement des acteurs politiques. La vraie libération, c'est que le peuple devienne autonome. Le peuple récupère son pouvoir et que les politiciens se mettent en tête que je ne suis qu'un délégué du peuple et que je dois être à l'écoute de ce peuple. Ce peuple-là, c'est qui? C'est l'acteur économique. Ce peuple-là, c'est qui? C'est l'étudiant, l'acteur de demain. Ce peuple-là, c'est qui? C'est la maman qui va les baigner dans le coin de la rue. Donc, chers amis, voilà, je ne pourrais pas être hyper long. Je donne simplement de grandes lignes afin que nous puissions comprendre que on peut vivre la libération autrement, outre que les méthodes que nous utilisons aujourd'hui. Certes, ça peut prendre un peu de temps, parce que le temps presse, mais je crois que ça peut être un outil important, utile, que nous pouvons nous servir à l'avenir, ou au cas où, évidemment, comme on dit, l'action actuelle, qu'est-ce qu'on dit, la phase A,
échoué, ou le plan A échoué, qui est le plan utilisé actuellement, on peut accéder au plan B, c'est-à-dire utiliser la machine économico-financière pour pouvoir faire fléchir les pouvoirs politiciens. C'est clair. Les gens me diront que, écoutez, on ne peut rien faire parce que c'est ce pouvoir-là qu'il y a. Oui. Pour monter une grande entreprise, on a besoin d'avoir des autorisations, des formalités, tout ce que vous voulez. Mais dans le cadre des PME, je ne pense pas que le pouvoir politicien pourra s'interposer et pouvoir contrôler tout ce qui pourra avoir comme enjeu dans ces petites entreprises et surtout dans un pays où l'économie parallèle est en train de jouer un grand rôle, évidemment d'une manière aussi parallèle. Donc, comprenez que je ne peux pas donner toute la stratégie, mais je lance simplement cette nouveauté. Je ne vous demande pas de me croire du premier coup, je ne vous demande pas justement de me faire confiance à 100%, mais tout ce que je vous demande, c'est essayer de réfléchir, essayer pourquoi pas d'appliquer cette stratégie, et on fera bien ce que cela pourra donner. Vous verrez qu'on n'aura pas besoin d'un coordonnateur, on n'aura pas besoin d'un leader, mais à ce moment-là, ça serait toute une population qui sera concernée, toute une couche de population qui sera touchée et qui pourra prendre sa destinée en main. Voilà ma manière de penser. La nouveauté que je voulais apporter justement dans la recherche de voies et moyens et pour pouvoir sortir le pays de cette impasse où il est bloqué. En vous remerciant, j'espère que vous serez nombreux à réagir et pourquoi pas à approfondir, voir si on peut se voir organiser comme d'habitude, m'écrire ou m'inviter à pouvoir expliquer à long et à large ce qui tourne un peu dans ma tête dans la recherche, justement comme je l'ai dit, de voies et moyens, et pour pouvoir sortir du pays, pour pouvoir libérer le peuple, rendre le peuple libre face à la classe politique qui prend ou qui a pris cette population congolaise en otage. Chers amis, je vous remercie et à une prochaine.